Merci, merci mon cher Jean-Pierre, merci à toi, merci à Michel de Gégère, merci à tous les organisateurs de cette belle réunion, à commencer, si j'ose dire, par ceux qui se sont attelés aux tâches les plus humbles, parce que je le sais pour être parfois organisateur de réunions semblables, la politique est un art d'exécution, même un art d'exécution capitale des adversaires d'ailleurs, mais il faut qu'un certain nombre de personnes acceptent de se coltiner, comme l'on dit familièrement, les tâches les plus humbles et les plus ingrates. Comme l'a dit tout à l'heure, mesdames, messieurs, excellemment Henri de Lesquen, en introduction de sa brillante conférence, je me trouve aussi très bien parmi vous. Voilà, je trouve que c'est très agréable. Merci pour la chaleur de votre accueil et puis pour cette identité de sentiments que l'on ressent tout au long de ces journées. Je suis très honoré, moi aussi, de parler après tant d'orateurs extrêmement compétents et brillants. Je suis un peu moins ravi du sujet ingrat qui m'a été confié, je dois dire, je ne l'ai pas choisi, hein, je précise, qui m'a été confié par Jean-Pierre Maugendre, auquel on ne saurait résister naturellement, parce que le sujet, c'est le démantèlement de la souveraineté française. Honnêtement, ce n'est pas très drôle. Et puis, c'est un sujet que j'observe à loisir depuis un quart de siècle aux premières loges, et c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Bon, spectateur, j'allais dire muet et impuissant. Impuissant sans doute, muet non, mais vox clamantis in deserto, la voix de celui qui crie dans le désert. Il est vrai que, selon notre foi, c'est celle de Saint Jean-Baptiste, que les chrétiens d'Orient appellent le précurseur. Espérons qu'il en sera ainsi. C'est un sujet que je vais m'efforcer de traiter, qui n'est pas sans relation avec ceux que j'ai déjà eu l'honneur de traiter devant vous. D'ailleurs, j'ai dit à Jean-Pierre, j'ai dit le seul intérêt du sujet que tu m'as donné, c'est que j'ai qu'à reprendre mes notes des années précédentes. Et comme je pense qu'entre-temps, vous vous souvenez plus de ce que j'ai pu raconter il y a 1 an ou il y a 2 ans, vous n'y verrez que du feu. Mais le problème, c'est ce dont nous a parlé Michel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il reste des traces écrites. Et alors, évidemment, on pourrait dire, à la lecture des actes, dans quelques années, mais enfin, ce type n'a qu'une seule chose à raconter, c'est la même chose d'une fois sur l'autre. Alors, je vais m'efforcer quand même de varier un peu, je n'ose dire, les plaisirs. Notre identité nationale, mais aussi notre souveraineté, sont attaquées sur le plan physique d'abord, par l'effet conjugué de la dénatalité et de la politique d'immigration massive. Je pense qu'il y a un lien de corrélation entre les deux. D'ailleurs, les partisans de la politique d'immigration massive se fondent expressément sur la dénatalité qu'ils ont créée eux-mêmes par leur politique antifamiliale, par la promotion massive de l'avortement. C'est tout à fait extraordinaire, mais c'est ainsi. Notre identité et notre souveraineté sont aussi attaquées sur le plan moral, par la négation même de cette identité. On a rappelé tout à l'heure, Henri de Lesquen a rappelé la phrase extravagante du ministre dit de l'identité nationale, M. Besson, au sujet de laquelle, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de l'interpeller courtoisement mais fermement dans une préfecture de région du Rhône, de Rhône-Alpes, transformée en camp retranché pour la circonstance, mais enfin, au cours de laquelle tout le monde a pu s'exprimer, en tout cas moi, et je lui dis, Monsieur le ministre, vous avez dit à la Courneuve, ce territoire que le président de la République se proposait lorsqu'il était candidat de nettoyer au Karcher, vous auriez dit que la France n'est ni un territoire, ni un peuple, ni une religion, ni une langue, ni une religion, qu'elle est un conglomérat. Faudra-t-il, par conséquent, passer au burin la plaque qui, dans cette grande salle d'honneur de la préfecture, rappelle le souvenir des morts des guerres, des 2 guerres mondiales, et remplacer l'expression mort pour la France par mort pour le conglomérat. Et je lui ai dit, je pense en ce qui me concerne au contraire, que la France est un territoire. C'est un territoire dont on a dit tout à l'heure, d'ailleurs, qu'il avait des... J'ai appris ça, on apprend beaucoup de choses dans ces universités d'été, que déjà, l'harmonie géographique de ce territoire avait frappé Strabon. Ça n'a pas d'hier. Bon. Et puis, et c'est aussi un territoire ultramarin que nous ont valu... Là, j'introduis peut-être une petite nuance dont nous discuterons
utilement ensuite avec ce brillant esprit qui est Henri de Lesquen. Je pense que l'aventure maritime fait partie de notre identité nationale et que par conséquent, il nous en reste peut-être un legs difficile à porter, j'en conviens, quand les intéressés eux-mêmes ne se sentent plus français. C'est un vaste sujet, mais il y a un territoire ultramarin, j'en parlerai tout à l'heure, et puis c'est une langue, et une langue qui fut, comme on l'a rappelé aussi au cours de cette université d'été, la langue diplomatique de l'univers, qui est une langue admirable, avec un patrimoine littéraire exceptionnel, et non seulement une langue, mais une culture, une des plus brillantes civilisations que la Terre ait portées, et je parle en tant que spécialiste des civilisations de l'Extrême-Orient, qui sont de grandes et de belles civilisations, qui ont apporté au monde des choses qui ont un apport important sur le plan aussi bien matériel qu'intellectuel, mais pas avec autant de richesse, de variété, de profusion que n'en a la civilisation occidentale en général, et la civilisation française en particulier, qui en est le fleuron. Et j'ai ajouté que c'était aussi, bien évidemment, que c'était un peuple, principalement européen, naturellement, et que si l'État, pour des raisons peut-être de tolérance, c'est-à-dire de supporter le moindre mal, ne privilégiait pas une religion en particulier, il serait aussi absurde de nier l'apport de la civilisation chrétienne, l'apport du christianisme à la civilisation française, qu'il l'eût été pour moi, professeur de langue et de civilisation japonaise, de nier l'influence du bouddhisme ou du confucianisme ou du shinto dans la civilisation japonaise. À ma grande stupéfaction d'ailleurs, M. Besson, qui avait prévu de répondre en bloc à l'ensemble des intervenants après 1 heure ou 1 heure et demie, a pris aussitôt la parole pour me répondre longuement, de façon un peu filandreuse, en une dizaine de minutes, pour dire qu'en gros, il était finalement d'accord avec moi, qu'on l'avait mal compris, que ce dont il avait parlé, c'était la France d'avant la France, etc., etc. Je pensais que ça ferait un scoop, naïvement, que le ministre se rallie, en quelque sorte, à la conception de l'identité nationale présentée par un vice-président du Front National. Ça fait un petit écho dans l'Express, dans le journal Le Progrès de Lyon, etc., et pas beaucoup ailleurs, mais c'est à des choses comme ça que l'on peut affûter son humilité, qui, comme chacun sait, est une vertu chrétienne. Alors, je dirais donc que, je reviens après cette digression à mon sujet, notre identité et notre souveraineté sont attaquées donc sur le plan moral par la négation même de son identité, parce que je crois que Besson avait peut-être dérapé, mais qu'il avait laissé parler le fond de sa pensée, enfin, si on peut, si penser il y a véritablement. Et aussi, bien sûr, par les exercices obligés de repentance à répétition, visant à inculquer à notre peuple, et spécialement aux plus jeunes, un sentiment diffus de dégoût de leur nation, de culpabilité collective les privant de toute réaction. C'est tout à fait clair, ça aussi. Enfin, sur le plan institutionnel, notre identité est attaquée par la dissolution de la souveraineté française, ce qui conduit à l'absorption de l'État français dans un ensemble supranational ouvert à tous les vents, à tous les flux migratoires, à toutes les marchandises et à tous les capitaux. Comme mes bons maîtres, à l'école d'abord, à l'université ensuite, m'ont appris d'abord à définir ce dont je parlais, on va essayer d'abord de définir un peu le concept de souveraineté, et ça n'est pas une mince affaire, et d'en voir peut-être les étapes historiques. Et je dirais que c'est dans la péninsule européenne, qui est très peu de choses, une petite péninsule à l'extrémité de l'immense continent asiatique, et qui, hélas, tend à redevenir de très médiocre importance au regard du reste du monde. C'est dans cet espace restreint que le modèle égalitaire de relations entre États a connu sa plus grande extension. Ça nous est apparemment évident aujourd'hui, mais ça ne l'est pas du tout en réalité. Et cette extension du modèle égalitaire